C'est en 1970 qu'on parle d'écocide pour la première fois. Les États-Unis attaquent le Vietnam, le Laos et le Cambodge avec l'agent orange. L'agent orange, c'est une sorte de herbicide très puissant. Ça a provoqué chez les habitants locaux plusieurs lymphomes, plusieurs cancers et d'autres maladies graves. C'est à la conférence de Stockholm en 1972 que le Premier ministre suédois, Olof Palme, utilise le terme écocide pour la première fois pour désigner ces attaques. Entre 72 et 85, plusieurs discussions prennent place à l'ONU. On veut modifier la définition même de génocide pour y inclure l'écocide. Mais en 95, plusieurs États membres de l'ONU font pression pour que les discussions cessent et que le crime d'écocide n'entre pas dans le droit international. Ce qui nous amène en 2010. Polly Higgins, une avocate britannique, propose de faire de la loi d'écocide le 5e crime contre la paix. Inspiré par Polly Higgins, un groupe de jeunes européens essaye de faire rentrer par pétition le 5e crime contre la paix, le crime d'écocide. Les 4 crimes contre la paix sont la piraterie, le génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Pourquoi faire entrer le crime d'écocide au même rang que le génocide, le crime contre la guerre ou le crime contre l'humanité? Eh bien, l'explication est très simple. Un meurtre ne se juge pas de la même façon qu'un génocide ou un crime de guerre. Pourquoi? Parce qu'un meurtre a souvent une portée locale et un génocide a souvent une portée internationale. Autre exemple, la mer d'Aral. En plus d'avoir été presque totalement asséchée, elle a provoqué chez les habitants, suite à de nombreux déversements de pesticides, des anémies, des cancers. Les soviétiques pourraient être jugés pour un crime d'écocide. Mais la question reste entière. Comment faire reconnaître le crime d'écocide? À titre d'exemple, pour qu'on reconnaisse le crime contre l'humanité, il a fallu la Seconde Guerre mondiale et les conséquences qu'on connaît. Faut-il attendre une catastrophe écologique si forte qu'elle fera des millions de morts? Les États arrivent à s'accorder pourtant. On a plusieurs exemples. Rio en 92, Kyoto en 95 et même très récemment la COP21 en 2017. Mais ces accords et ces traités ne sont soit pas contraignants, soit pas assez contrôlés. Exemple, en 2011, le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto pour éviter des sanctions. Même les accords de la COP21. Ça nous a été présenté comme une grosse avancée, mais finalement il n'y a aucune contrainte pour les États. Nous sommes donc face à des faiblesses ou des vides juridiques. L'autre problème, c'est qu'un accord entre États, c'est un processus diplomatique, et certains, on le sait, pèsent plus que d'autres dans ce processus. Mais tout n'est pas perdu. Certaines ONG, par exemple, qui ne sont pas des organismes étatiques, ont un pouvoir diplomatique très fort, et pourraient très bien faire pression pour que l'écocide soit reconnu. Par exemple, lorsqu'un pétrolier est pris en dégazage, l'entreprise qui l'emploie va payer une amende. Mais on sait aujourd'hui que les grosses entreprises, les grosses multinationales ont un budget pour les amendes. Si l'écocide était reconnu, comment assurer une égalité entre les États pauvres et les États riches? Il existe plusieurs solutions. Une amende élevée n'est pas forcément la réponse à tout. Des emprisonnements par exemple, des actionnaires ou de ceux qui ont donné les ordres. Une dissolution totale de l'entreprise. Mais pour appliquer ces lois et ces changements, il faudra un tribunal international fort, capable de décider à tout moment de punir un État ou une entreprise. À mon sens, il faudrait que les citoyens rentrent dans le processus. Pourquoi pas une chambre citoyenne internationale, ou alors un tribunal citoyen international. Ça pourrait contrebalancer avec l'ONU et ses nombreux rouages diplomatiques.